Bonjour et bienvenue sur le plateau du Forum européen de bioéthique, dont la thématique cette année est la bioéthique en période de crise. Vous pouvez nous suivre donc sur le site internet du Forum européen de bioéthique.eu. Vous pouvez également poser vos questions ou interagir directement en visio. Je vous rappelle également que les règles de distanciation physique et toutes les règles sanitaires seront respectées pour cette table ronde. Je laisse tout de suite la parole à Maud Nizan pour vous présenter « Peut-on se passer la présence de l'autre » ? Merci Aurélien. La société humaine s'organise autour des interactions entre les personnes et on va parler aujourd'hui des relations entre les individus partant de crise dans des situations où elles sont bouleversées dans leurs modalités. Qu'est-ce que cela implique? Quelles en sont les conséquences? On imagine aisément qu'il y a de la perte pour les individus qui se nourrissent de leurs relations sociales. Il y a des conséquences de la solitude, beaucoup de dépression, des difficultés psychiques qui apparaissent. Il y a des conséquences aux difficultés de se retrouver sur un lieu de travail, peut-être une perte d'efficacité dans le travail collectif. Il y a bien sûr des conséquences pour les personnes âgées qui peuvent parfois être isolées et qui peuvent du coup régresser. Il y a des conséquences pour les enfants dans leur développement, dans leur confiance en l'avenir et dans un monde où le progrès n'est plus toujours certain, dans leur rencontre de l'autre en tant que sujet d'amour et de désir. Mais il y a probablement également des relations qui se réinventent et des êtres qui sont présents les uns pour les autres de manière différente. Est-ce qu'une réunion Zoom vaut une réunion au sein de l'entreprise? Pour certains, plus que pour d'autres. Il semble évident que la perte est importante et les dégâts sont lourds. Je pense par exemple aux grands-parents qui, pour certains, ne voient plus leurs petits-enfants depuis près d'1 an et pour tous, quasiment, ne les embrassent plus à tout le moins. Alors y a-t-il aussi du gain? Est-ce qu'on a mis en œuvre de nouvelles relations ou simplement de nouveaux modes de communication? Qu'en restera-t-il? Y aura-t-il des séquelles? Est-ce qu'un jour on se refera à nouveau la bise? Est-ce que certaines relations, notamment peut-être avec les enfants petits, auront manqué au point d'être empêchées ou altérées, même après tout cela? Est-ce que certaines relations, notamment professionnelles, ont été renforcées, parce que parfois l'entraide était le seul moyen de sauver des emplois? On a vu également des domaines dans lesquels la crise a favorisé l'implication des personnels, où les équipes se sont fédérées autour d'un projet commun, autour d'un enjeu qui a dépassé les difficultés antérieures. Il semble que, par exemple, pour le télétravail, certains s'en satisfassent et auront peut-être même du mal à revenir dans des relations de travail antérieures. Voilà en vrac toutes les questions que je me suis posées lorsque nous avons organisé cette table ronde. Pour y répondre et peut-être et probablement en poser d'autres encore, nous recevons aujourd'hui David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Mathieu Hanheim, qui est professeur de neurologie au CHU de Strasbourg, responsable du centre de référence des maladies neurogénétiques et co-responsable du centre expert de la maladie de Parkinson. Maurice Korkos, qui est avec nous en visio, qui est professeur de psychiatrie à Paris Descartes, responsable du département de psychiatrie de l'adolescent et de l'adulte jeune à l'Institut mutualiste Montsouris Paris et professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l'Université Descartes. Il est également psychanalyste. Et nous recevons Olivier Putois, ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon Sciences Humaines, agrégé et docteur en philosophie et maître de conférences en psychologie clinique et psychanalyse à l'Université de Strasbourg. Il est également psychologue clinicien et psychanalyste. Je vais tout d'abord céder la parole à David Le Breton. Merci Maude. Alors, bien entendu, Maude, vous avez eu raison de souligner l'ambivalence, d'une certaine manière, de cette restriction de contact auquel nous sommes soumis. Il y a des professions qui sont plus touchées que les autres, et particulièrement, d'ailleurs, nos activités d'enseignants sont énormément mises à mal. Mais je vais plutôt introduire mon propos pour parler de la vie quotidienne, en quelque sorte, de nos liens, de nos rites d'interaction dans la vie journalière, en quelque sorte. Donc, nous sommes en ce moment dans une restriction de présence, mais en même temps, évidemment, il faut rappeler que nous ne sommes pas incarcérés dans des cellules. Nous pouvons encore sortir, plus ou moins nous déplacer dans les limites, selon le curseur du confinement. Le lien social donc n'est pas interrompu, bien entendu, il s'ajuste plutôt aux circonstances et le plus souvent, les personnes qui sont très éloignées géographiquement continuent à avoir des relations à travers notamment le numérique.
Alors, bien entendu, il n'y a pas de soi sans l'autre, et Maud, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de soi sans l'autre, mais on ne peut pas dire que les circonstances actuelles viennent démentir complètement ce propos-là. Dans la plupart, enfin dans toutes les familles même, dans tous les couples, on ne cesse pas de s'embrasser, de s'enlacer. Les relations amoureuses n'ont jamais été également interrompues. On continue à toucher, on continue à avoir énormément de tendresse envers les enfants. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes sont plus touchées que d'autres, notamment les personnes plus âgées, notamment les grands-parents ou un certain nombre de membres de la famille éloignée qui sont parfois privés du contact ou de la présence, en tous les cas, de leurs proches. Alors le contact physique semble altéré, diminué, perçu aujourd'hui même comme un danger. Mais bien entendu, dans nos sociétés, la notion de contact est double. Il y a d'un côté la tactilité et de l'autre la relation. La tactilité, c'est-à-dire par exemple je touche cette table, mais en même temps la notion de contact renvoie à la relation, à la qualité de relation que nous avons avec les autres. Et par exemple, quand on parle d'un orateur qui a un bon contact avec son public, non, on ne veut pas dire que cet orateur touche physiquement son public, il le touche plutôt moralement. Mais on voit bien que dans la langue française notamment, et dans beaucoup d'autres langues, il y a un lien extrêmement étroit entre le contact physique et le contact, disons, moral. En tous les cas, le contact relationnel. Donc on peut très bien toucher quelqu'un à travers une émotion sans le toucher de ses mains, par exemple. Et il y a d'innombrables formules dans la langue française qui l'attestent, je ne vais pas toutes les énumérer, mais 2 ou 3 au passage. Par exemple, on dit qu'on va caresser quelqu'un dans le sens du poil, on s'efforce de prendre des gants pour ne pas le heurter, certains prennent des pincettes, etc. Je suis un écorché vif, diront certains. Bon, voilà. Donc, en ce sens, donc, la nécessité du contact au sens de la relation est nettement plus prégnante que le contact au sens physique. Ce n'est pas tant le fait de toucher l'autre qui nous manque dans le contexte du confinement et de tous les gestes barrières qui sont les nôtres aujourd'hui, mais c'est plutôt la présence de l'autre, car en principe dans nos sociétés, on se touche extrêmement peu et de manière très ritualisée, sauf au moment des rites d'accueil, où on va se serrer la main, se faire la bise, etc., ou des rites de congé qui sollicitent également la poignée de main, l'accolade, la bise, etc. Donc bien entendu, tous les rites sociaux impliquent des sortes de modes d'emploi qui sont bien mis à mal aujourd'hui. D'autant plus que donc, le corps est devenu la source de tous les dangers. C'est le corps, finalement, c'est le lieu où guette la maladie et la mort pour s'engouffrer dans la moindre brèche. L'isolement et les mesures de protection, comme la distance physique, les gants, etc., lui confèrent un statut de dangerosité. Et le corps, donc, le corps de l'autre particulièrement, incarne une menace, et même celui de nos proches, susceptibles éventuellement d'être porteurs asymptomatiques du virus. Donc le corps est transformé aujourd'hui en citadelle assiégée, et il faut surveiller ses frontières, les colmater, les barricader. Mais en même temps, est-ce que ça transforme de manière majeure le lien social dans nos sociétés? Pas tant que ça, d'une certaine manière, en tous les cas à l'échelle de la vie quotidienne, encore une fois. Je rappelle qu'un grand écrivain, un grand essayiste comme Elias Canetti, par exemple, qui fut prix Nobel de littérature il y a une vingtaine d'années, Canetti parlait de phobie de contact. Phobie du contact, donc pour caractériser les liens sociaux dans nos sociétés européennes. Moi-même, j'ai souvent évoqué la notion d'effacement ritualisé du corps, manière de dire que dans les interactions, donc le corps doit disparaître à travers des manières d'être qui nous sont communes et qui fait qu'on n'est pas alerté par quelque chose du corps de l'autre qui dépasserait dans l'interaction. Donc aujourd'hui, nous devons laver, nous devons purifier sans relâche ce corps en fuyant les contacts avec les inconnus. Les poignées de main, les accolades, les bises, les abrassos encore plus sont désormais déconseillés. Et tout contact avec des objets exige le recours au gel hydroalcoolique pour se purifier des germes nocifs.
Et évidemment, aucune défense n'est possible contre le Covid-19, sinon de l'empêcher de passer à travers des mesures draconiennes de protection. Et même le visage est une zone de vulnérabilité par la respiration et les innombrables contacts que chacun opère à sa surface au fil du jour. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir dans notre débat, parce que pour moi, je pense que le plus difficile aujourd'hui, c'est la nécessité du masque dans l'ensemble de nos comportements quotidiens. Donc le risque de la contagion fait proliférer l'hygiène, la bactériologie prend aujourd'hui le pas sur la sociologie et même sur la politique. Désormais, hormis pour les plus proches, ce sont des rituels d'évitement qui sont mis en œuvre dans la vie quotidienne. Une sorte d'accord de non-empiètement, mais qui est poussé à son comble. Et donc, on ne sait plus sur quel pied danser dans les relations avec les autres. Le lien social entre dans une zone de turbulence, une interminable phase de liminalité dont manquent les modes d'emploi. Je vous rappelle que la notion de liminalité renvoie au fait d'avoir perdu absolument tous les repères. Le monde d'avant s'éloigne de nous, toutes les familiarités anciennes s'effacent, et nous ne disposons pas encore des prochaines familiarités qui seront les nôtres dans les mois ou les années à venir. Donc nous sommes dans cette phase d'entre-deux. C'est ça qu'on appelle en sociologie, en anthropologie, la liminalité, et qui caractérise d'ailleurs de manière plus générale un certain nombre d'hommes ou de femmes, par exemple, qui sont porteurs ou porteuses de handicap, et dont dans la vie courante, on ne sait pas toujours très bien de quelle manière les aborder sans les blesser, et en les reconnaissant à leur place, selon la dignité qui est la leur. Donc plus encore, je pense que dans la restriction de présence, ce qui est mis à mal aujourd'hui, c'est le port du masque qui rend les visages anonymes et qui contribue à déstructurer le lien social, voire à le défigurer, entre guillemets. Mais défigurer, là, je l'entends au sens métaphorique. Il faudrait l'écrire figurer. Je veux dire par là, plutôt que les figurations sociales, ce qu'on pourrait appeler aussi nos habitudes, ce qu'on pourrait appeler aussi les rites d'interaction, sont évidemment extrêmement perturbés, complètement déstructurés, et on ne sait plus très bien souvent à qui on a affaire et comment aborder cet autre devenu anonyme. Alors je ne sais pas si j'ai débordé mon temps, Maud, ou si je peux développer encore en quelques minutes. Vous pouvez encore développer un peu. D'accord. Alors je vais développer sur l'importance du visage. Parce que le visage, justement, c'est le lieu de l'autre qui nous touche le plus au sens de l'affectivité, au sens moral, entre guillemets, du terme. Derrière les masques, nous perdons notre singularité, mais aussi une immense part de l'agrément de regarder les autres autour de nous. Même pendant l'été, quand nous pouvions nous asseoir à la terrasse d'un café à Strasbourg, par exemple, ça n'avait plus du tout le même attrait de regarder les passants en savourant son café, puisque finalement, absolument tout le monde était masqué. Voilà. Et donc, on s'aperçoit là qu'on perd aussi une bonne part de la saveur du monde en étant privé du plaisir d'être intrigué par les visages, d'être ému par certains autres visages, etc. Et dans nos sociétés contemporaines, en effet, le visage est le lieu de la reconnaissance mutuelle. À travers sa nudité, nous sommes reconnus, nous sommes nommés, nous sommes jugés, nous sommes assignés à un sexe, à un âge, à une couleur de peau. Mais nous sommes également aimés, méprisés ou anonymes, noyés dans l'indifférence de la foule. Donc, entrer dans la connaissance d'autrui implique de lui donner à voir un visage nourri de sens et de valeurs. La réciprocité des échanges au sein du lien social implique l'identification et la reconnaissance mutuelle. L'unicité du visage répond finalement à celle de l'individu, surtout dans nos sociétés occidentales, où règne évidemment une individualisation du lien social. Nul espace du corps, en effet, n'est plus approprié pour marquer la singularité de l'individu et la signaler socialement. C'est ça d'ailleurs le paradoxe extrêmement émouvant du visage, c'est qu'avec deux fois rien, c'est-à-dire un front, des yeux, un nez, une bouche, on peut construire des milliards et des milliards et des milliards de visages, chacun d'eux différent de l'autre. Mais aujourd'hui, évidemment, à travers le port du masque, eh bien, nous ne savons plus très bien qui est qui. Nous sommes entrés dans une sorte d'anonymat collectif.
qui entraîne bien entendu un sentiment propice à la transgression. Ça, on y reviendra sans doute dans le cours du débat. On voit monter des incivilités notamment, des formes d'agression et autres. Mais en ce moment, donc, nous sommes réduits à réfléchir finalement à l'identité de l'autre qui est devant soi, même quand on fait la queue devant une boulangerie ou un magasin. Parfois, on est derrière ou devant ses voisins, ou derrière ou devant ses amis. On ne les a pas toujours reconnus de prime abord. Nous devons donc accepter de vivre à l'intérieur de cet anonymat, et aussi donc sans la nécessité de devoir rendre des comptes en termes de responsabilité, en portant ouvertement son visage devant les autres, puisque nous sommes dissimulés derrière lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'évoque le fait que le masque est propice à la transgression. D'ailleurs, vous savez que dans la vie courante, on dit parfois « je ne ferai jamais cela, car si je le faisais, je ne pourrais plus me regarder en face ». Aujourd'hui, évidemment, des faces, nous n'en avons plus, et nous sommes donc des anonymes dans la foule. Et je pense que ça, c'est le plus difficile à vivre, particulièrement d'ailleurs dans nos activités, dans les activités d'enseignants qu'on a pu avoir les semaines précédentes, avant le second confinement. Mais bon, là, j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, de faire un cours le visage nu devant des étudiants dont le visage est nu, et de faire un cours masqué devant des étudiants masqués. C'est un tout autre monde, extrêmement ingrat, épuisant par ailleurs. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Maurice Korkos pour l'aspect psychique de la question. Est-ce que Maurice est avec nous ? Alors, il n'est pas tout à fait connecté encore, donc on va passer la parole à Mathieu Hanheim pour l'aspect plutôt neurologique et médical. Merci pour cette invitation. Alors moi, je vais vous parler effectivement en tant que médecin et plus particulièrement que neurologue. Alors pourquoi se poser cette question ? Plus particulièrement parce que du fait de cette pandémie de Covid-19 tout à fait sans précédent, nous avons été contraints de façon inouïe de nous confiner, de restreindre nos libertés sociales. Et la question est posée de savoir si c'est pour le pire ou pour le meilleur. Pour le pire, parce qu'en fait, l'humanité a besoin des autres. L'autre peut être considéré en fait comme un partenaire sexuel pour l'agrément ou pour la reproduction, c'est-à-dire pour la survie de l'espèce. Ça peut paraître trivial, ça ne l'est pas. Même pour des questions débattues sur le plan sociétal, comme celle de la PMA ou de la GPA, l'autre est présent et la présence de l'autre est nécessaire. Mais ce n'est pas le cas pour tous les animaux. Vous savez qu'il existe des animaux pour lesquels, lorsque l'environnement est à l'origine d'une pression qui menace les capacités de reproduction, ces animaux sont capables de se reproduire tout seuls sans les autres. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Les requins, les dragons de Komodo sont capables de cette parthénogénèse, mais pas l'homme. L'homme, comme le dit Aristote, est par nature un animal social. Donc il nous ramène à notre raison d'animal dans la nature, mais fait appel à cette formidable capacité qui nous caractérise de tisser des liens sociaux avec les autres. Et c'est probablement cette capacité qui fait de nous l'espèce animale dominante sur la planète depuis un moment, malgré notre relative faiblesse, puisque on nous prive quelques minutes d'oxygène, on meurt. On nous prive quelques jours d'eau, on meurt. On nous prive quelques semaines de nourriture, on meurt. Et on en est amené aujourd'hui à se poser la question de combien de temps on peut survivre sans les autres. Néanmoins, l'homme est capable de parler, de communiquer, de comprendre, d'apprendre, de convaincre, de décider. Et il est dépendant de ces interactions, non seulement pour survivre avec une bonne qualité de vie, avec l'agrément, mais aussi pour survivre tout court. Alors ce principe de grande dépendance aux autres est bien décrit par le concept de néothénie, qui explique comment un nouveau-né, un nourrisson, puis un enfant est absolument dépendant d'un autre qui est protecteur, qui est bienveillant, qui éduque, qui nourrit,
pour que l'enfant ait le temps, progressivement, de faire des progrès sur le plan physique, psychique, social, et pour devenir finalement indépendant. C'est chez l'homme que cette durée est la plus grande, de loin. Certains animaux nidifuges sont capables de quitter le nid dans l'heure suivant leur naissance, lorsqu'ils sont secs. Il existe une forme particulière de caméléon de Madagascar qui peut ne jamais rencontrer un seul individu de son espèce. Les œufs mettent beaucoup de temps pour éclore, de sorte que les parents sont morts quand le bébé naît. Il y a quelques rares œufs qui sont disséminés par-ci par-là, et le caméléon ne rencontre jamais personne, et pour autant, il arrive à vivre. Cette néoténie, c'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse. C'est ce qui nous contraint à ce souci de l'autre, à l'empathie qui nous caractérise tant, et c'est aussi la condition qui permet à l'enfant de prendre son temps pour se développer, et surtout à son cerveau de donner toute la mesure de ses extraordinaires facultés. Les enfants ont besoin des interactions pour se développer de façon complète et harmonieuse. Quand on parle à un enfant, quand l'enfant nous écoute et parle, son cortex frontal, son cortex temporal sont à l'action, ils sont connectés, les neurones se développent, se modifient, il y a des connexions qu'on appelle les synapses entre les neurones qui se créent, qui se modifient. L'arborisation, la capacité de communication d'un neurone avec les autres, l'arbre dendritique, tel qu'on l'appelle, se modifie aussi, gagne en puissance. Il y a une plasticité du cerveau, c'est-à-dire une capacité d'adaptation qui dépend beaucoup des interactions et de la présence de l'autre. Lorsqu'on est avec l'autre, les voies de l'empathie sont aussi mises en jeu et sollicitées, ce qui est très important pour le développement de l'enfant et son adaptation sociale. Cette capacité de souffrir avec les autres, de percevoir son état d'esprit, de prédire ses réactions. Et là, on n'a pas une région du cerveau qui est à l'action, mais des réseaux neuronaux qui sont diffus dans le cerveau et qui sont interconnectés. Et quand on est à l'abandon, ces réseaux sont à l'abandon. Alors, il y a de nombreuses études qui montrent à quel point l'autre est nécessaire pour la survie et le développement de l'enfant. Il y a cette fameuse étude publiée il y a un certain temps déjà et assez glaçante qui s'intéresse aux orphelins de Roumanie. Vous savez qu'à l'époque de Ceausescu, une politique de forte natalité assez délirante avait été mise en place avec l'interdiction de l'avortement, l'interdiction de la contraception, et de ce fait, des parents qui étaient un peu dépourvus sur le plan financier se voyaient contraints d'abandonner leurs enfants dans des orphelinats où ils étaient livrés à eux-mêmes dans des conditions assez sordides, et on estime qu'il y avait environ 150 000 de ces enfants à la fin des années 80. Et l'étude porte sur 136 d'entre eux, 68 tirés au sort pouvaient quitter l'orphelinat, et les 68 autres y restaient et étaient suivis sur le plan de leurs compétences sociales et de leurs acquisitions. Et il a été montré dans cette étude que si les enfants quittaient l'orphelinat avant l'âge de 20 mois, ils pouvaient progressivement récupérer des compétences sociales normales, alors que si les enfants restaient dans l'orphelinat après l'âge de 20 mois, il y avait une déficience massive et définitive, avec des troubles neurodéveloppementaux et des déficiences intellectuelles. Ça montre le besoin de l'autre pour un développement et pour la survie de ces enfants, mais aussi toujours cette plasticité cérébrale qui permet de s'adapter. Et on reste toujours cet animal social. David Le Breton avait des mots très émouvants sur le toucher et comment on peut toucher l'autre sans le contacter physiquement. Je rappelle que sur le plan neurologique, le toucher a une importance fondamentale. Quand on serre la main, alors je suis très content de vous avoir rencontré tout à l'heure, mais ça m'a manqué de ne pas pouvoir vous serrer la main. Ça m'a manqué. Quand on serre la main, quand on fait la bise, quand on fait une caresse, quand on tape dans le dos, quand on tient un enfant dans les bras, le toucher, entre autres, est sollicité, l'information est transmise jusqu'au lobe pariétal au niveau du cerveau et va diffuser dans les régions des émotions et plus particulièrement au centre du cerveau, dans une structure qu'on appelle les noyaux gris centraux. C'est important parce que c'est une région où est vraiment imprimé de façon profonde des comportements qui ont été appris, qui ont été sélectionnés par l'évolution et sélectionnés socialement, qui sont source de gratification, de récompense. Quand on caresse quelqu'un, a priori, selon le contexte, celui qui caresse et celui qui est caressé sont gratifiés, sont contents. Et quand on ne peut plus faire ça, ça nous manque. Et c'est un des éléments de l'altération de la qualité de vie qu'on constate actuellement. Alors,
il est question de survie et de qualité de vie, mais même de vie elle-même. Une étude très intéressante qui est dédiée à la survie chez les femmes atteintes de cancer du sein a montré que parmi les femmes qui ont le cancer du sein, celles qui ont les plus intenses interactions sociales ont une survie significativement plus longue que les femmes atteintes de cancer du sein qui ont de moindres interactions sociales. Alors, je ne vais pas parler à la place de mes collègues psychiatres qui nous diront très bien que pendant ce confinement, on s'est aussi retrouvé face à soi-même et face à notre condition de mortel en période de Covid et que c'est très difficile d'y échapper. C'est le divertissement et la présence de l'autre qui nous le permet. Et sans divertissement, comme le disait Pascal, les choses deviennent compliquées et c'est certainement l'origine en partie de troubles et troubles psychiatriques. Et puis même à la fin de la vie, on a toujours besoin de l'autre. Les individus qui, du fait de maladies neurodégénératives, par exemple, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, et qui, du fait d'atteintes physiques ou psychiques, cognitives, ne vont plus être maîtres de leur environnement, ne vont plus pouvoir décider des éléments cruciaux de leur vie, vont finalement être ce qu'on appelle des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire dépendre des autres. Alors, on peut se confiner et se passer de l'autre pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Vous connaissez tous cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit que l'enfer, c'est les autres. Alors, c'est dans Huis clos, moi je ne l'ai pas lu, mais je suis sûr que toi tu l'as lu. L'autre, surtout quand c'est celui qui nous juge ou celui qui nous envoie une image déformée de nous-mêmes, on peut parfois s'en passer. L'autre, ça peut être aussi celui qui nous trompe, celui qui nous harcèle, celui qui nous commande, celui qui nous brise le cœur, celui qui nous vole, qui nous viole, qui nous tue. On ne peut que mieux vivre sans cet autre. En période de Covid-19, l'autre, c'est aussi le Chinois qui nous envoie le virus. C'est le Britannique qui nous envoie maintenant le nouveau variant, voilà autre chose, mais qui ne nous envoie pas les vaccins dont on aurait besoin. L'autre, c'est le jeune qui fait des raves sauvages au mépris des consignes sanitaires. L'autre, c'est la personne âgée, pour la survie de laquelle on se confine, on se prive de nos libertés, alors que finalement, cette personne âgée, elle a déjà vécu sa vie. L'autre, c'est l'anti-vaccin qui va peut-être mettre en péril l'immunisation collective. L'autre, ça peut aussi être certains médias qui ont pu propager des informations erronées ou en tout cas anxiogènes. En période de Covid, toujours, l'autre, c'est celui qui est peut-être infecté, comme David Le Breton l'a dit, celui qui est suspect. L'autre, c'est le virus, c'est la mort, c'est celui qui avance masqué. C'est celui dont on doit rester à distance. Et quand on le touche de façon brève, contrainte, involontaire, culpabilisante, on doit rapidement se précipiter sur cette fameuse solution hydroalcoolique pour effacer le plus vite possible tout contact avec l'autre. Alors pendant ce confinement, il y a certaines personnes qui ont malgré tout encore trop été avec l'autre. Vous savez que les plaintes pour violences domestiques et violences conjugales ont explosé pendant le confinement, quand cet autre n'a pas pu s'échapper et aller se défouler ailleurs. On peut aussi voir les choses de façon un peu plus positive. Cette période de retrait de l'environnement habituel, ça a pu être, si on est dans cet état d'esprit, l'occasion de voir se tarir un peu le flot incessant de frénésie du quotidien, de superficialité, de virtualité, d'immédiateté, ces déplacements constants, pour pouvoir un petit peu se retrouver avec soi-même, prendre de la hauteur, du recul, réfléchir, se recueillir éventuellement, se retrouver avec son conjoint, ses enfants. Être seul, ça peut avoir beaucoup d'attrait, ça peut être l'occasion de l'accomplissement de soi, de la créativité. Les écrivains, les compositeurs, ils se réalisent dans l'isolement. Nikola Tesla, qui était un ingénieur et un inventeur, nous dit « L'isolement, c'est le moment où naissent les idées, c'est la condition de la créativité ». C'est dans l'isolement que Nikola Tesla a quand même œuvré pour les autres, puisqu'il est largement à l'origine de la distribution pour les autres du réseau électrique. Et puis plus récemment, on a d'autres exemples de réalisation de soi et d'exploits humains. Regardez les navigateurs du Vendée Globe qui viennent d'arriver, pour les premiers d'entre eux, après un isolement de 80 jours dans le froid, dans la faim, dans la nuit, dans les vagues, dans la fatigue.
C'est un accomplissement extraordinaire qui s'est fait tout seul, ou à peu près. Alors imaginez les pauvres d'ailleurs qui arrivent après 80 jours d'isolement et qui se retrouvent contraints à s'isoler et à mettre un masque. Alors, et je finis avec ça, s'isoler pour le meilleur et pour le pire, mais finalement on n'a pas le choix. On s'est isolé, on a réussi à le faire, de façon partielle, de façon transitoire. Paul Éluard, lui je l'ai un petit peu lu, nous dit nous avons inventé l'autre comme l'autre avait besoin de nous. Excusez-moi, nous avons inventé l'autre comme l'autre nous a inventé. Nous avions besoin l'un de l'autre. Alors ça peut paraître bizarre, cette idée d'inventer l'autre, mais quand on l'interprète à la lumière de la pandémie, on se rend compte que l'autre, c'est quand même celui que l'on complète et qui nous complète, celui qui peut témoigner de notre existence, celui qui nous stabilise. Vous connaissez cette histoire du joueur d'échecs de Stefan Zweig qui est isolé, qui apprend à jouer aux échecs tout seul, qui joue contre lui-même. Et là, on est à la limite entre la psychiatrie et la neurologie, qui en devient fou. Alors, on est dans cette période de pandémie obligé de réinventer l'autre et notre relation à l'autre puisqu'on doit continuer à vivre avec le virus. Ce virus qui est quand même contagieux, surtout le variant, qui tue 1% de la population, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de la France et du monde, ça commence à faire. Et si on se base sur les modèles qui évaluent la circulation du virus, les admissions à l'hôpital en réanimation et les morts dans les quelques semaines qui précèdent le premier et le second confinement, des études françaises et britanniques pensent qu'on a épargné 70 000 à 700 000 vies en France. Alors bien sûr, au prix d'un cataclysme économique, le monde de la culture est exsangue. Il y a les écoliers décrocheurs, les étudiants qui, pour certains d'entre eux quand même, sont dans la misère affective, les personnes âgées en EHPAD tout à fait isolées, la qualité de vie qui a été diminuée, mais à ce propos, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Il faut être très prudent et humble quand on évalue la qualité de vie. Chacun est le plus à même d'évaluer sa propre qualité de vie. Moi qui suis spécialisé dans les maladies neurodégénératives, je suis parfois un petit peu surpris de la qualité de vie que s'accordent encore des personnes qui sont très limitées sur le plan moteur ou cognitif. Toujours est-il que c'est notre très grande récompense, on ne le lit pas assez. On a sauvé certainement ensemble, dans les derniers mois, probablement 150 000 personnes en France. On l'a fait ensemble, quasiment main dans la main, en marchant dans la même direction, et c'est une très grande récompense. Ça a laissé du temps aux autres pour s'exprimer le génie humain. On a pu faire des masques rapidement, des solutions hydroalcooliques, des tests PCR, des tests antigéniques et maintenant des vaccins. Et on est dans la dernière ligne droite, en tout cas je l'espère, où il faut encore un petit peu se passer de la présence de l'autre avant de pouvoir le retrouver, pour pouvoir enfin revivre, c'est-à-dire vivre sans avoir besoin simplement de survivre. Merci. Je crois qu'on a une connexion qui est un petit peu compliquée avec Maurice Korkos, donc on ne l'aura peut-être pas en visio, mais simplement peut-être en audio. Est-ce que Maurice, tu nous entends? Est-ce que nous, on t'entend? Alors, je crois qu'on n'a pas de connexion pour l'instant avec Maurice Korkos, donc on va passer la parole tout de suite à Olivier Putois pour son intervention. Merci. Alors ça produit un effet de mise en abîme intéressant puisque j'ai eu un échange téléphonique avec Maurice pour qu'on se synchronise justement et pour voir qui parle de quoi. Donc on a difficile de se passer de la présence de l'autre. Maurice. Pourquoi? Parce que ce dont je sais, je ne vais pas le dire à sa place, mais je sais en tout cas que toute une partie des effets psychiques, notamment de la pandémie et des effets de distanciation, c'est quelque chose dont il va parler. La manière dont moi je m'étais synchronisé, c'était plutôt pour commencer par rappeler un petit peu de quoi on a au juste besoin chez l'autre, ce qui n'est pas si évident. Et ensuite de parler un peu de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une position thérapeutique, dans ce contexte de distanciation généralisée, voire de travail avec un écran, ou quand on doit être en contact avec des patients par téléphone ou des choses comme ça, puisqu'il s'agit de quelque chose qui est, pour toute une partie d'entre nous qui font la psychothérapie, disons quelque chose d'assez inédit, surtout à cette échelle, en fait, puisque tout le monde est obligé de le faire, grosso modo. Alors, donc je vous disais qu'au fond, moi, ce que je vais très brièvement essayer de rappeler, c'est de quoi on a au juste besoin chez l'autre,
Alors, je vais toucher la surface de ça, mais ensuite je vais examiner un petit peu comment on peut essayer de pallier les aléas de la distanciation dans la prise en charge des patients. Alors, Mathieu en a parlé, c'est quelque chose dont Bernard Goltz a parlé également mercredi, sur lequel on a beaucoup d'échanges, c'est que les neurosciences en fait, contemporaines retrouvent les indications de la psychanalyse en réalité au sujet du rôle de l'échange avec l'autre dans la constitution du psychisme et dans l'attachement même à la vie. Je dis ça puisqu'on connaît maintenant très bien, tous les cliniciens de la petite enfance et de la périnatalité connaissent bien les anorexies du nourrisson. Donc, dès qu'il y a un manque de portage émotionnel du nourrisson, on peut assister dans toute une partie des cas à ces anorexies-là. Je rappelle le cas, alors tu parlais de Ceausescu, bon, effectivement il n'y a pas de comité d'éthique en Roumanie, donc c'était pratique pour le tirage au sort. Spitz, un élève direct de Freud, a théorisé l'hospitalisme. C'est l'exemple qu'on donne aux étudiants dans les tout premiers cours. C'est-à-dire que la dépendance du nourrisson vis-à-vis de l'autre est en fait tellement forte que l'absence d'un rapport un peu singularisé, un peu individualisé, si cette absence se prolonge, elle produit chez le nourrisson un arrêt du développement suivi d'un repli dépressif et de la mort. Donc quand je parlais de l'attachement à la vie, c'était vraiment au sens concret. Et on connaît bien sûr l'autre, en fait l'arrière-grand-père de toutes ces expériences sadiques, c'est Frédéric II Hohenstaufen, Frédéric II de Sicile au Moyen-Âge, qui se demandait quelle était la langue adamique que parlaient Adam et Ève. Et donc pour ça, lui aussi s'est passé de comité d'éthique, et il a demandé aux nourrices qui s'occupaient d'enfants, d'orphelins, de ne pas leur parler, mais seulement de subvenir à leurs besoins corporels, afin de ne pas influencer la langue qu'ils allaient parler. Ils sont tous morts. C'est-à-dire que si on s'occupe des bébés uniquement au niveau de leurs besoins dits corporels, mais sans communiquer avec eux, leur vie s'étiole et s'arrête. C'est pas que le rôle de l'autre commence à s'esquisser tout doucement, c'est qu'au fond, il faut anticiper le sujet que deviendra le nourrisson, avec sa vie psychique propre à venir. C'est seulement si on est dans ce positionnement-là que le soin corporel sera un véritable soin. Bon. Donc on voit déjà que la présence psychique, c'est une espèce d'attention à l'autre, d'anticipation. C'est d'ailleurs la racine de la bioéthique, à mon avis, puisque, comme le soulignait Freud dans son projet de psychologie scientifique, il disait qu'au fond, le modèle, le patron le plus élémentaire de l'éthique, en fait, c'est la réponse de l'adulte bienveillant à la plainte du nourrisson. Alors, cette présence dite psychique de l'autre, en quoi elle consiste ? Pour essayer d'avoir des petits éléments par rapport à ça, on peut partir de situations cliniques où justement l'autre semble être très présent par sa conduite, par son comportement, mais où en fait il s'agit, cette parfois débauche même comportementale, c'est une réponse agie et où au fond elle produit un court-circuit. Chacun a fait cette expérience, quand on appelle par exemple un ami à l'occasion d'une situation difficile, et en fait l'ami réagit en parlant trop, au lieu d'être disponible, au lieu de nous écouter. Bon. On peut faire l'hypothèse évidemment que dans ces cas-là, il est trop agité par ce qu'on lui amène, trop déstabilisé en fait, et donc il cherche à prendre de la distance avec ce qu'on dit. Alors, ce court-circuit, il est analogue à ce que décrit Winnicott, dans l'analyste britannique célèbre, qui expliquait que c'est important de rassurer les parents quant au fait que quand un nourrisson commence à se plaindre, il ne faut pas forcément tout de suite, c'est ces mots à lui de Winnicott, il parlait aux sages-femmes et aux gynécos beaucoup, il disait qu'il ne faut pas fourrer immédiatement une tétine dans la bouche, il ne faut pas être dans le court-circuit. Et la simple présence, avant même une réponse qui est importante elle aussi, mais la simple présence, la manifestation de la présence, produit déjà des effets d'apaisement. C'est ce qu'on voit bien, par exemple, dans les services hospitaliers, où les malades vont mieux dès que le médecin rentre dans la pièce. C'est exactement le même modèle. Autrement dit, le malaise dans les situations dont je parlais, c'est que la réponse de l'autre court-circuite le sujet, parce que l'autre, justement, ne parvient pas à se limiter. Il n'arrive pas à limiter son angoisse, donc il réagit tout de suite, comme l'ami qui parle trop quand on veut partager notre peine. C'est pour ça que Winnicott, il appelle ça des empiètements. L'autre n'arrive pas à se contenir, il n'arrive pas à garder à l'esprit ou à accepter que je ne suis pas lui. C'est pour ça que dans ces cas-là, on a l'impression, comme on dit, de parler tout seul. Le problème, c'est que du côté des bébés, si on fait ça, soit on a une anorexie du nourrisson, parce qu'il se sent complètement envahi, donc il se met
en retrait, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien par excès que par défaut, ou bien on peut induire des conduites toxicomanes ultérieurement, puisqu'au fond, si on a l'idée que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un objet qui va permettre de boucher l'angoisse, de boucher le malaise ou de boucher la détresse, ça peut faire le lit de préformes de toxicomanie ultérieures, qui peuvent revenir à l'adolescence en particulier. Donc je suis passé par la négative pour essayer de souligner qu'au fond, pour montrer que par contraste, en fait, ce que serait, il y a toujours une dimension d'idéalisation bien sûr, mais une présence authentique de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, mon idée, ce que je voulais essayer de mettre en avant, c'est que la présence, c'est une disponibilité en fait. La présence, c'est une réceptivité qui se décale par rapport au court-circuit, disons, comportemental. Dans la réponse, il faut qu'il y ait une certaine forme d'absence, une certaine forme de retrait. Voilà. Ça permet d'ailleurs, au sujet qui fait l'expérience de cette présence avec disponibilité, ça lui permet de se préparer aussi à ce que peut-être on puisse partir et revenir. Ça lui permet d'anticiper la possibilité d'une séparation peut-être pas trop traumatique. Alors, quelques petits points par rapport à la prise en charge du coup psychique en contexte de pandémie. L'enjeu, de toute façon, de toute prise en charge, vue d'avion, comme ça, à un niveau très générique, évidemment, c'est de permettre d'être en contact avec, permettre aux sujets qui viennent nous voir d'être en contact avec leur intériorité, dans un contexte où l'environnement est beaucoup moins riche que d'habitude. Alors, bien sûr, l'environnement humain. On parle beaucoup des effets de la diminution des interactions réelles, voilà. Et c'est vrai que ce qui diminue, c'est les signes corporels de disponibilité. Et au fond, moi, ce que je voudrais explorer quelques instants, juste, c'est cette idée qu'au fond, ce qui est difficile, ce qui produit des effets, et ce à quoi nous, en tant que thérapeute, psychothérapeute, on doit essayer d'être attentif, c'est qu'il y a une raréfaction de ces signes de la disponibilité psychique. Et on voit ça, bien sûr, quand on bascule dans un travail à distance, soit en présentiel, mais avec un masque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre attitude clinique, on sent qu'il faut modifier l'usage du corps pour pallier la fragmentation. David nous en parlait tout à l'heure, du visage en particulier, qui est l'un des premiers organiseurs dans le contact avec l'autre pour les tout-petits-enfants. Cette fragmentation, par exemple, du visage exige de nous, par exemple, un autre usage de la voix et de la parole. Comme on dit dans notre jargon, on va psychodramatiser davantage. On accroît les modulations de la voix, qui est quelque chose qui vient du corps. C'est une partie du corps, en fait, la voix, ça sort du corps. Donc on va psychodramatiser davantage, ça veut dire que, y compris dans les postures corporelles. On va jouer sur les variations du regard. Au lieu de prendre la parole, parce qu'on voit que la personne s'élance pour parler, ben là on ne voit rien du tout, parce qu'il y a un masque. Donc on va, avec ma collègue Dr Rigard, par exemple, quand on travaille avec les familles d'anorexiques à l'hôpital, on va dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, on va essayer d'utiliser tout l'espace, y compris au niveau du corps, pour produire des effets chez l'autre d'anticipation du fait qu'on va prendre la parole, en fait, pour essayer de restaurer une espèce de continuité et pour compenser la perte des signaux corporels de la disponibilité, en fait. Et j'insiste sur le regard parce que, alors c'est une confusion que font souvent nos étudiants, ils confondent l'ambiguïté et l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quand il y a les deux en même temps. L'ambiguïté, c'est quand justement on ne sait pas trop ce qu'il y a. Bon. Et le regard, qui est un, c'est pas seulement la fenêtre de l'âme, c'est aussi, comme le disait Mathieu, la source de l'enfer potentiellement. On s'est tous retrouvés face à des gens un petit peu paranoïaques dans le tramway qui s'attendent à ce qu'on les regarde de travers, comme on dit, qui cherchent le combat et le conflit. Là, le fait que seul le regard du visage soit disponible, on voit bien chez certains sujets qui viennent qu'il faut les rassurer considérablement parce qu'ils sont exposés à cette ambiguïté du regard, au fait qu'on a l'impression qu'ils sentent qu'ils ont peur que ça bascule, en fait, parce qu'ils ne voient pas le reste des signes du visage en particulier qui pourraient les rassurer. Je dirais juste une chose, il y a beaucoup d'encre à couler déjà, de l'encre digitale assez largement, mais au sujet des prises en charge cliniques par l'interface de l'écran, je pense que l'un des enjeux est lié au rythme dans la rencontre et dans la séparation. Parce qu'au fond, quand on éteint Zoom ou Teams ou tout ce qu'on veut, ça fait disparaître l'autre instantanément. Alors, donc il n'y a plus ce jeu de rapprochement et d'éloignement qui fait signe vers l'arrivée de l'autre, comme lorsqu'enfant on attendait l'arrivée des autres. C'est-à-dire qu'il y a un il y a un risque de court-circuit des signes de la césure et de la séparation qui bloquent le travail de l'anticipation.
en fait. Et donc pour éviter, moi je pense pour éviter des effets micro-traumatiques à cause de ces interruptions de contact en permanence, on a tendance à désinvestir l'autre qui nous apparaît derrière l'écran, puisqu'on sait qu'il suffit d'un clic ou d'un hasard de connexion pour qu'il soit plus disponible. Alors je vais conclure, après avoir insisté au fond sur le fait qu'il s'agit dans la prise en charge thérapeutique de mettre en scène des signes de la disponibilité. Ce qui rassure, le signe de la disponibilité, ça rassure. Je voulais conclure par un petit point sur la clinique du complotisme, qui est un thème, de toute façon, c'est un serpent de mer aujourd'hui, mais qui a fleuri lors du Covid, en particulier aux États-Unis, on l'a vu, avec Canon notamment, mais pas seulement. Alors, bon, je crois, tous les collègues qui travaillent sur la psychopathologie de l'adolescent et les jeux vidéo et les médias, je pense, ont commencé quand même à sérieusement remettre en question la corrélation causale très hâtive d'un lien entre les jeux vidéo et la violence. C'est un peu plus compliqué. Il y a plein de patients avec lesquels les jeux vidéo, ça constitue pour nous ce qu'on appelle une médiation thérapeutique. Et puis c'est mieux de canaliser la violence dans des jeux vidéo que dans la rue, quand même. En revanche, le complotisme, il me semble, ce qui est intéressant par rapport à la pandémie, c'est que cette espèce d'explosion des discours complotistes, complètement délirants pour une partie d'entre eux, bien sûr, j'ai l'impression, moi, qu'ils fleurissent aussi, en particulier sur les forums adolescents, on voit ça, dans un contexte où il y a une raréfaction, une disparition, une ténuité des signes corporels de la disponibilité psychique. Ce que je veux dire par là, c'est que toute une partie des ados, par exemple, qui sont fragiles et sensibles un peu à ces discours, au fond, ils rencontrent moins de signes des adultes ou des autres, ils rencontrent moins de signes de disponibilité. Ils ne se trouvent pas face à des gens qui leur font sentir qu'ils sont juste disponibles, sans trancher, sans dire « tu as raison, tu as tort », mais en tout cas, qui montrent une tolérance relative à leurs mouvements à eux, des ados, qui montrent une disponibilité sans prise de position. Et moi, je me demande si la raréfaction de ce type-là de contact, David parlait des étudiants, il y a aussi tout ce versant-là, bien sûr, mais je me demande si la raréfaction de ce type-là de contact ne produit pas chez certains un basculement, une orientation vers un peu des absolutisations comme ça paranoïaques, parce que ça rend difficile de rester dans l'interrogation. On n'a pas l'appui d'un regard bienveillant qui nous permet de rester dans l'interrogation. Voilà, merci. Et Maurice est avec nous. Merci Olivier. Alors, Maurice, nous ne t'avons pas du tout désinvesti. J'espère que tu es là et que la connexion va tenir parce qu'elle est fragile, semble-t-il. Je te cède la parole. Merci. Bonjour à Maud, bonjour à Aurélien, bonjour à Olivier, bonjour à David, bonjour aux autres que je ne connais pas. Oui, je me suis senti un peu seul, même beaucoup seul, puisque ça n'a pas arrêté de couper et que j'ai entendu pas mal de choses, mais par bribes. Bonjour bien sûr aussi au public. Alors j'ai bien peur que je ne vais répéter un certain nombre de choses, pas bien grave, mais ce qui m'a plu, c'est que le sociologue, le neurologue, le psychiatre et le psychanalyste, peut-être maintenant, vont dire quasiment les mêmes choses, mais avec des mots différents. Bon. Notre collègue neurologue a dit des choses très fondamentales. Oui, nous sommes, le nourrisson est câblé, avant même d'arriver au monde. Il est câblé neurologiquement pour être un être social et c'est ce qui lui permet, alors qu'il est d'une grande immaturité par rapport aux autres animaux, de survivre. Mais encore faut-il qu'il y ait d'emblée un autre. Et cet autre, oui, il faut en revenir à Winnicott et à la relation mère-enfant. Oui, cet autre, c'est pas n'importe qui, c'est la musicienne du silence, c'est la première grande amoureuse, c'est la médiatrice et ambassadrice sensorielle du monde, tout un tas de choses qui ont été dites. J'aime beaucoup l'idée qu'a dit notre collègue neurologue de citer Paul Éluard, bien sûr, et de dire que nous existons d'autant plus que l'autre nous a fait exister. L'invention de l'autre dépend d'abord du fait qu'il nous a inventés. Pour le dire autrement, avec Winnicott, une mère, pour être une maman, il faut qu'elle rêve son enfant, pas simplement qu'elle le pense. En le rêvant, elle l'invente, elle le fantasme, elle le voit beaucoup plus beau qu'il n'est. Et c'est dans le miroir du visage de cette mère, de ce premier grand autre, qu'il se voit et qu'il se développe à l'aune du désir de cette mère. Bon. Et un peu plus tard, oui, alors, je ne sais pas, ça a sauté à un certain moment. La synapse, l'esprit, elle est déjà un appel à l'autre. Mais ça a peut-être été dit,
la découverte des neurones miroirs est formidable. Elle a confirmé ce qu'un certain nombre de psychanalystes avaient avancé sur la question de la relation à l'autre, l'intersubjectivité, l'empathie, le transfert. C'est que pas seulement le fait que que lorsque vous activez un neurone par un comportement, le fait que quelqu'un en face de vous fasse le même comportement active le même neurone. Ça, au niveau idéomoteur, très bien, mais c'est au niveau du langage aussi, au niveau de l'empathie aussi, et au niveau du désir aussi. C'est le fameux désir mimétique de René Girard. Mais plus que simplement le fait que l'un désir serait imité, miroré par un autre, non, c'est que pour exister, il faut être rêvé, pensé, aimé. C'est d'avoir été aimé qui permet qu'on puisse aimer. Bon. En tout cas, suffisamment. Bon. Alors, beaucoup de choses ont été dites et je ne veux pas y revenir. Je veux dire l'importance du corps. Notre ami neurologue a dit encore que le toucher, c'était fondamental. Et puisqu'il a lu Paul Éluard, il sait aussi que Paul Éluard a écrit quelque chose comme « Et ton corps sur mon corps étant la nappe de son silence clair ». Vous entendez à la fois la confusion des sens et du son dans « Et ton corps étant sur mon corps ». C'est-à-dire qu'en effet, l'intersubjectivité, ce n'est pas simplement du langage, c'est évidemment du transcorporel. Et je prends prétexte de cette phrase, et ton corps étant sur mon corps la nappe de son silence clair, pour développer un point qui peut-être n'a pas été développé et qui me tient à cœur, moi qui m'occupe de patients qui sont dans le repli, dans le retrait, dans le retranchement, c'est-à-dire des adolescents et des adultes jeunes qui vont particulièrement mal aujourd'hui, et ceux qui sont normaux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux dont je m'occupe aussi, qui sont des adolescents normaux, entre guillemets, c'est-à-dire les étudiants, vont particulièrement mal aussi. Bon. Donc ce que je vais développer à partir de la clinique de mes patients vaut aussi dans un continuum du normal au pathologique pour le public des étudiants dont je répète qu'ils vont terriblement mal et qu'il faut évidemment que le distanciel cesse, il faut que le présentiel soit possible dans des conditions sanitaires satisfaisantes, il faut qu'on arrête de leur balancer des cours sans qu'il y ait un échange qui puisse les affecter et qui puisse affecter en retour le prof pour que quelque chose puisse se transmettre. Il faut aussi libérer de l'argent parce qu'ils ne souffrent pas fondamentalement uniquement de manque affectif de l'autre, ils souffrent de manque alimentaire pour bon nombre d'entre eux qui n'ont pas de petit boulot et j'espère que le gouvernement va entendre cette chose essentielle qu'il faut qu'ils s'alimentent effectivement et affectivement. Alors, mon sujet est le suivant. L'autre, il permet tout un tas de choses. Nous n'existons pas sans l'autre. Il faut qu'il nous rêve, qu'il nous pense, qu'il nous désire. Très bien. Ce n'est pas simplement de la métaphysique, c'est aussi de la neurologie, ça a été dit, c'est du développement, très bien. Mais si on prolonge, l'autre, alors ça a été dit aussi par mon collègue neurologue qui a dit à un certain moment, je vais laisser au psychiatre le fait que le problème, en substance, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps avec soi-même, face à soi-même. Il a tout à fait raison. Le souci pour bon nombre de patients que je suis, c'est de se retrouver face à eux-mêmes. Et c'est déjà pas facile quand on va suffisamment bien, mais je peux vous assurer que c'est particulièrement difficile lorsqu'on est déjà dans l'enfer ou dans le néant, dans un certain nombre d'affres et de tourments. Et à ce moment-là, l'autre, que ce soit le médecin, mais aussi les amis, l'environnement social, la famille, l'autre, c'est ce qui permet d'accorder au sujet la grâce d'une trêve d'avec soi-même. Fondamentalement, l'autre, c'est celui qui nous délivre de cet entre-soi, qui, oui, peut être créatif, évidemment. L'introspection, la position dépressive, s'interroger sur soi-même, c'est la source de la créativité. Être dans le vide, il faut inventer une métaphore dépressive de ce vide, c'est-à-dire commencer à penser, créer, sinon on va être aspiré par... Alors, on a une coupure de la connexion, malheureusement, parce que c'était passionnant, oui. On était happé. Tu m'entends? On a du son. Je t'entends, Maurice, on a le son. Je disais que rester comme moi en ce moment tout seul, avec moi-même, c'est un système où je n'ai pas de réponse, de répondant, de regard qui m'approuve, me désapprouve, avec lequel je peux associer. Rester avec soi-même, c'est forcément rester dans une certaine entropie, c'est-à-dire d'être dans un huis clos
où je vais finir par avaler mon monoxyde de carbone alors que j'ai besoin de votre oxygène pour me dire de développer un point ou d'aller vers un autre. Alors peut-être qu'on va essayer simplement avec le son. Après, oui. Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Oui. La deuxième chose, c'est que une fois que on a une certaine disposition, qu'on n'est pas trop narcissique, comme on ne se sent pas omnipotent, omniscient, qu'on a une certaine disposition à la passivité, à la bisexualité psychique, comme on dit en psychanalyse, au nomadisme, à l'ouverture, bref, qu'on est un peu féminin par rapport à la nécessité d'affirmer sans cesse sa virilité et son enfermement que l'homme peut développer. Si on accepte d'accueillir en soi l'autre, et il existe un site en soi de l'autre, c'est ce que Pierre Fédida appelait le site de l'étranger, le site du nouveau, de l'inconnu. Si nous acceptons cette possibilité de s'ouvrir à l'altérité de l'autre, alors on peut faire une connaissance, c'est-à-dire une naissance avec l'autre à d'autres choses que ce que l'on sait déjà et qui nous rend, pour le dire rapidement, et ça a été évoqué aussi, paranoïaque. C'est ce que disait Freud. J'ai réussi là où le paranoïaque a échoué, j'ai réussi à m'auto-analyser au miroir. Ça va revenir, je pense. On commence à avoir de l'habitude. Ouais, alors là, je crois que la coupure est... La coupure est consommée. Nous t'entendons d'un autre monde. Ah ben, te revoilà. Ça va être haché, mon développement. Donc je vais conclure, parce que là, c'est trop compliqué. Je vais essayer de conclure et sur une chose qui me tient à cœur. Donc, l'autre, c'est ce qui nous permet d'éviter d'être confrontés trop durablement avec nous-mêmes. Et le narcissisme, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une valorisation de soi. C'est un vide qu'on essaye de combler avec son propre soi et ça tourne à vide. Bon. Le narcissisme, c'est quelque chose qui est très pauvre. Il ne peut être nourri que de l'autre, pas de soi-même. Sinon, il perd de sa vitalité. S'ouvrir à l'autre, c'est évidemment en bénéficier de cet oxygène, mais aussi c'est de bénéficier de l'altérité, c'est-à-dire l'autre, si on l'accepte trop à l'intérieur de nous, il va nous désorganiser. L'inconnu, le nouveau, l'impur, c'est pas si simple. La différence de classe sociale, la différence de race, la différence de sexe, tout un tas de choses, c'est pas si simple à accepter en soi, parce qu'il y a un risque d'être transformé, d'être tordu par la torsion de l'autre. Si ça va suffisamment bien, si on a été suffisamment aimé pour que l'échange puisse s'être effectué, alors on va accepter cette torsion de l'autre en soi et peut-être qu'on va corriger un certain nombre de choses en nous. Mais si, comme pour un certain nombre de mes patients, d'emblée, très tôt, dans les interactions précoces, quelque chose de ce qui a été évoqué, de l'autre qui me constitue par son désir, par son rêve, par sa pensée, n'a pas eu lieu d'être. Alors très tôt, chez ces personnes que je suis à l'adolescence, là, très tôt, ça s'est passé dans l'enfance, ils ont développé par rapport à des maltraitances, des négligences, ça a été évoqué, les violences conjugales, les maltraitances à l'enfant qui ont explosé en période de confinement. C'est très mauvais, la proximité, promiscuité. Ça induit l'inceste, et l'inceste appelle la violence, il faut se séparer. Bon. Si donc ça s'est très mal passé au début, si d'emblée il y a eu des effractions ou des négligences, si on n'a pas été touché parce qu'on a été carencé, si on a une mère dépressive, une mère absente, si on a des violences conjugales, des abus sexuels dont on voit qu'ils sont infiniment plus fréquents qu'on ne le disait, ça c'est une révolution, ça. Hein. Freud avait eu peur peut-être de rester sur sa première pensée qu'il y avait autant de maltraitance et d'évoquer après l'idée que c'était pour un certain nombre d'entre eux des fantasmes. Si ça s'est mal passé par des traumatismes en plein ou en creux, alors le sujet va développer une faculté d'être en relation aux autres très perturbée. Il va être soit pour les zones qu'on dit psychotiques, dans une terreur d'exister par lui-même et a fortiori dans la rencontre avec l'autre, qui risque de le coloniser, d'envahir son territoire et de le posséder et de le dissocier. Ça s'appelle la terreur d'exister, ou dans les formes plus névrotiques, dans une terreur ou une peur d'aimer et d'être aimé, parce que la façon dont il a été aimé
a été problématique, elle s'est engrammée, inscrite en lui, neurologiquement, pas simplement psychiquement, neurologiquement, affectivement, instinctivement, corporellement. Et alors, il ne va pas avoir cette disposition à entrer en contact avec l'autre qui est la garantie d'une survie, qui est la solution de secours. Il va s'enfermer dans le repli, qui va devenir rapidement un retrait, un retranchement. Il va verser dans l'autarcie, avec le sentiment mégalomaniaque que c'est là qu'il a son autonomie, son indépendance et qu'il n'a besoin de personne d'autre. Mais évidemment, ça n'est pas ce qui va le dégager de sa problématique. Au contraire, il va y rester d'autant plus aliéné, dépendant à cette problématique. Ou alors, il va faire ce qui a été évoqué par mon collègue psychiatre, il va déplacer cet attachement, cette dépendance à l'autre dont il ne sait pas quoi faire. Il va la déplacer, cette dépendance qu'il n'arrive pas à gérer avec l'autre parce qu'il n'a pas été outillé dès le début à savoir comment aimer et être aimé. À l'adolescence, il va être dans l'anorexie, le refus de l'altérité, de la différence des sexes, de la sexualité. Il va être dans la phobie scolaire qui n'est ni phobique ni scolaire, qui est un enfermement à domicile et une peur de rencontrer l'autre, l'inconnu à l'extérieur. Il va rester dans cette peur, dans cette misère. Il va s'y confirmer, le système va s'auto-renforcer, va s'auto-engendrer jusqu'à la destructivité par des passages à l'acte suicidaire qui sont une façon d'appeler l'autre. Les passages à l'acte suicidaire sont rarement une volonté de mourir. C'est l'ultime façon de dire à l'autre qu'il faudrait qu'il puisse agir. Et il y a l'idée comme ça que le passage à l'acte suicidaire puisse être une victoire sur l'ordalie, une nouvelle épiphanie, une renaissance de ses cendres, débarrassé de toute cette absence de faculté qu'on avait d'aimer. Et évidemment, c'est une illusion. Ou alors il va verser dans ce qui a été dit, c'est-à-dire les toxicomanies, quelles qu'elles soient, une façon d'aimer l'autre sans l'autre, en déplaçant cet amour, cette affection, ce besoin, cette avidité pour l'autre, incommensurable, vers un besoin, une avidité considérable pour la toxicomanie et pour le manque qu'elle engendre, c'est-à-dire que ce sujet n'est plus dans une possibilité d'être en relation avec l'autre, il a été programmé pour être dans une relation avec le manque, avec l'absence, et évidemment ça risque de finir mal en général. Voilà, j'espère que j'ai été clair malgré les coupures. Parfaitement clair, nous te remercions Maurice. Et maintenant, nous allons passer au débat. Voilà, j'espère que Maurice Korkos pourra quand même rester avec nous pour ce débat. J'ai envie de poser des questions à David Le Breton, notamment pour commencer. J'aimerais avoir votre avis sur le télétravail, ses aspects positifs, ses aspects négatifs, mais aussi la question de la modification ou non des rapports hiérarchiques. Parce que j'ai eu cette sensation, peut-être erronée, mais que certains employeurs étaient réticents au télétravail parce qu'ils ont encore besoin d'avoir finalement les employés sous la main pour les contrôler, pour vérifier qu'ils travaillent correctement, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une gestion des ressources humaines qui est dépassée ? Est-ce que finalement c'est un petit peu à l'ancienne et on va passer à autre chose qui va aussi pouvoir privilégier le télétravail et cette notion va pouvoir peut-être perdurer même après la crise sanitaire. Oui, alors je crains évidemment que le télétravail ne perdure parce qu'il est profondément dans l'air du temps. En même temps, il est évidemment extrêmement ingrat, incommode, s'agissant en tous les cas pour des activités d'enseignement ou de conférences comme les nôtres, même comme nous le sommes à l'instant. On ne voit pas le visage de nos interlocuteurs. Heureusement, on se voit les uns les autres déjà, c'est un immense avantage. Mais malgré tout, quand on fait une conférence comme ça, même parfois à l'étranger, on est tout seul devant son écran, on est donc dans un dispositif complètement autarcique, voire narcissique. On n'a aucun retour sur l'impact de nos paroles sur le visage des autres, alors que quand on est par exemple dans une conférence ou dans un cours, moi par exemple c'est la manière dont je travaille, finalement je suis sur le visage des autres, la résonance de mes propos, et je sais si je dois accentuer tel ou tel mot ou telle ou telle analyse ou autre, ou si au contraire je dois reculer, ou si je m'aperçois que certains n'ont absolument pas compris, etc. Là nous sommes privés quand même dans le télétravail ou dans les téléconférences, dans les visioconférences et autres, on est privé du visage de l'autre, on est privé de ce recul.
Alors la déhiérarchisation, je pense en effet que ça doit jouer. C'est vrai que c'est un dispositif éminemment égalitaire d'une certaine manière, même quand on est sur le Zoom où là on est tous en vignette et sur le Zoom on a aussi nos interlocuteurs d'une certaine manière hein, qui sont en petites vignettes également. Donc on peut voir, on est tous sur la même ligne. Il y a quelque chose en effet d'une déhiérarchisation qui doit effectivement fortement incommoder un certain nombre de gens qui sont très attachés à des hiérarchies très traditionnelles qui se marquent par des postures, par des attitudes devant les autres. Bon, voilà, moi je pense que malheureusement, le télétravail va s'accentuer. Il est d'ailleurs un peu dans la ligne presque du transhumanisme, si on pousse un peu loin. Il n'y a plus le corps de l'autre, il n'y a plus la présence de l'autre, il n'y a plus le visage de l'autre. C'est un monde sans autre, donc finalement un monde assez tranquille d'une certaine manière, même s'il nous paraît très décevant, en tous les cas pour certains d'entre nous. Je ne crois pas qu'il soit décevant pour tout le monde par ailleurs. C'est un monde donc tranquille qui fait que... Il est tellement dans ce mépris du corps qui caractérise le monde d'aujourd'hui, tellement dans cette méfiance, également dans le ressentiment qui est, à mon avis, l'émotion dominante du monde d'aujourd'hui. Je pense que le télétravail a des beaux jours devant lui, malheureusement. Il contribuera à une certaine forme de déshumanisation, entre guillemets, du lien social, mais je crois que les toutes jeunes générations, par exemple, à mon avis, n'ont pas conscience de ça. C'est davantage, finalement, celles d'entre nous qui ont connu d'autres types de rencontres avec les autres, qui sommes dans la nostalgie, dans le manque, dans le regret, etc. Pour quelqu'un aujourd'hui qui est tout jeune et qui a été tellement habitué à regarder son portable à longueur de journée, ça ne change pas énormément les choses. C'est pour ça que je pense que malheureusement le télétravail a des très beaux jours devant lui. Oui, surtout que je lisais un article très récemment, hier, dans les DNA, sur les rencontres des jeunes, puisqu'on sait que les gens se rencontrent, les couples se forment beaucoup sur le lieu de travail. Et là, les jeunes racontent qu'ils se rencontrent beaucoup sur Internet, ce qui était déjà le cas avant. Ça fait quelques années maintenant que ça dure, mais aujourd'hui, ils ont une grosse problématique qui est de la rencontre physique. La rencontre physique, comment elle peut avoir lieu, où elle peut avoir lieu, c'est extrêmement compliqué pour eux. Donc, manifestement, elle est repoussée dans le temps, et puis à un moment donné il faut bien qu'elle arrive, et manifestement certaines étapes sont brûlées et peut-être jamais récupérées, donc ça aussi c'est peut-être regrettable. Du coup j'en viens aux adolescents, sans transition mais quand même un peu, parce que on m'avait alerté déjà il y a un moment, moi qui ai des préadolescents à la maison, du fait que les adolescents aujourd'hui relationnent très peu en vrai, déjà avant la crise sanitaire, et qu'ils ont beaucoup de relations, notamment par les jeux vidéo. Je vais peut-être d'ailleurs m'adresser à Olivier Putois pour cette question. Les jeux vidéo dont tu nous as parlé comme étant un médiateur thérapeutique éventuellement, mais quand il n'y a pas besoin de thérapeutique, pour les adolescents qui vont bien, si on peut dire ça, est-ce que en fait, ces relations qu'ils ne nouent pas, ou ces relations qu'ils nouent par le réseau, de manière virtuelle, est-ce qu'elles sont équivalentes aux relations qu'on noue sur les bancs des parcs, comme nous, à l'ancienne, on le faisait quand on était ado? Est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce que socialement, ils vont aussi bien aujourd'hui, les ados, avec cette absence de lien de proximité, de lien social réel? C'est hyper épineux, donc je ne répondrai pas, mais... Non, mais disons parler de manière générale. Je pense que moi, je suis assez sensible à ce que dit Serge Tisseron sur ces questions. C'est-à-dire que, donc, juste un petit... Moi, je parle effectivement des jeux vidéo parce qu'on dit parfois il y a des jeux vidéo violents, donc ça rend les gens violents. Et moi, je disais, c'est mieux de tirer sur des monstres dans un jeu vidéo que de tirer sur des gens dans la réalité. Donc, c'était pour dire qu'il n'y a pas de lien direct. Et après, parce que ça revient à... Croire que ça vient des jeux vidéo, ça revient à dénier le fait que, évidemment, tous les ados, comme tous les gens d'ailleurs, ont des mouvements internes violents. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les agir, mais bon, il suffit d'écouter ce que disent les gens quand ils conduisent pour voir que tout le monde a des mouvements internes, parfois externes, violents. Ce que tu dis là, ça touche aussi les rencontres, pas forcément du coup par l'intermédiaire de jeux, mais dans des forums ou dans des choses comme ça, en tout cas à distance. Et je parlais de... Aide-moi, Serge Tisseron, parce que il dit un truc cliniquement très pertinent, je trouve, c'est que le point numéro 1, c'est qu'il faut parler de ça. C'est une partie de la réalité aujourd'hui, de toute façon. Et comme David le disait, de toute façon, nous, on n'est pas des digital natives.
même Mathieu et moi, alors qu'on a 22 ans tous les deux. Mais du coup, de toute façon, c'est un paramètre constant de la réalité des ados, donc on ne peut pas faire comme si c'était pas là. Par contre, l'effet de clivage qu'il peut y avoir à partir du moment où la génération des sachants, possédants, etc., c'est-à-dire nous, va considérer que c'est un truc, une passade de jeunes, mais qu'en fait c'est pas très sérieux et ça n'a pas beaucoup de valeur, ça c'est problématique, je pense. C'est vrai qu'ils seront dit que le plus important c'est d'en parler en fait, au sens du côté des adultes, parce que ça produit un effet de reconnaissance de cette pratique et de ces paramètres de la réalité qui sont là chez les pré-ados et les ados, et du coup ça les force eux aussi à... d'une certaine manière, ça les force à construire un rapport à ça, en partie, qui peut, en partie, encore une fois, le secret, c'est fondamental à cette période-là, c'est la période des émois, mais ça les force aussi à considérer qu'il faut pouvoir, que ça existe pour le regard de l'autre, devant le regard de l'autre, ces choses-là. Donc que c'est pas méprisé par les adultes, et donc ça les aide à construire, eux, petit à petit, un rapport adulte à ça aussi. Moi, je pense que c'est très important. Il y a une déconsidération qui doit pas être, qui est un mouvement spontané pour nous, mais qui doit pas aller trop loin. En revanche, pour aller sur le versant dont on parlait, et dont parlait Maurice aussi, de la toxicomanie potentielle ou de l'addiction aux écrans, c'est clair que par contre, il faut être d'une fermeté importante. C'est comme la tétine, quoi. Et Serge Tisseron, d'ailleurs, nous disait hier, lors d'une précédente table ronde, que en fait, le cercle amical qu'on se choisit de manière du coup distancielle, hein, puisqu'on n'en a pas le choix, et qui se restreint au strict minimum et dont on peut penser que peut-être on n'en aurait gardé que la substantifique moelle, que l'essentiel, que le meilleur, eh bien en fait serait une réduction un peu délétère finalement du cercle qui nous entoure, parce qu'on serait finalement plus entouré que par des gens qui pensent comme nous. Et j'aimerais bien entendre David Le Breton sur cette question, parce que ça m'a sociologiquement questionné. Est-ce qu'on est en train d'appauvrir à ce point notre pensée en s'entourant que de gens qui pensent comme nous ? Oui, c'est une question immense, mais qui doit nous... Enfin, il faut éviter de notre part des jugements de valeur ou des jugements qui seraient des jugements de génération sur les plus jeunes. Moi, je pense qu'effectivement, la connaissance du monde aujourd'hui pour les plus jeunes, elle passe fondamentalement par l'écran. Et de manière que je dirais tragique, mais je sais bien que c'est un jugement de valeur. On le voit bien quand on se balade, par exemple, à la campagne. Vous passez à 14 heures dans un village, vous avez une dizaine de gamins qui sont assis à l'abri sur la place centrale. Ils sont en train de regarder leur portable et de télécharger des trucs. Vous repassez 3 heures après, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là, toujours en train de télécharger des trucs ou pas. Alors que moi, je me souviens, évidemment, que nous parcourions la campagne, nous baignions partout, on faisait du vélo partout, on allait explorer le monde environnant. Et là, on a affaire à une génération qui fait l'économie du monde d'une certaine manière. Alors, c'est un jugement de valeur, parce que je sais bien, je n'oublie jamais la leçon d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, hein, dans les premières pages, quand il nous montre un groupe d'enfants qui visitent une usine où on fabrique justement industriellement quasiment des enfants, et le prof à un moment donné dit, vous savez, autrefois les humains étaient vivipares, et tout le monde est rempli d'horreur de ces noms. C'est pas possible que les gens aient pu vivre comme ça de manière aussi abominable. Et de la même manière, aujourd'hui, on regarde les diligences sans doute avec mépris ou autre. Donc, le temps va son chemin. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes condamnés par l'histoire. On devient un peu des dinosaures avec ce temps qui passe à une vitesse fulgurante. En revanche, par rapport, par exemple, à nos étudiants, la rançon de tout ça, c'est effectivement une culture générale qui est incroyablement basse et qui est choquante, parce que parfois vous citez des grands noms de l'histoire de la littérature ou même de la sociologie, ils les connaissent pas, ils vous demandent comment ça s'écrit, d'où on comprend effectivement on comprend ce foisonnement des idées complotistes, des idées simples, parce que évidemment ce sont des idées qui font l'économie de la complexité du monde, des ambiguïtés du monde, des ambivalences du monde. Il y a un prêt-à-penser en quelque sorte qui est en permanence dispensé par Internet, par les algorithmes également, qui font qu'on se retrouve toujours dans le même d'une certaine manière, on se conforte dans ses propres idées. D'autres termes, donc l'altérité tend à disparaître de plus en plus de nos sociétés occidentales contemporaines. Et avec quelles conséquences ? Et avec des conséquences terribles, effectivement, au plan politique. Oui. Sûrement.
Alors, une question pour Maurice Korkos qui provient d'Israël Nizan et que je compléterai à croire que j'ai été éduquée par lui. C'est sur l'éducation. Y a-t-il une pédagogie positive de la solitude? Faudrait-il éduquer nos jeunes à plus d'activités en solitude? Je ne sais pas si Maurice est encore avec nous, d'ailleurs j'ai un petit doute. Sinon je la poserai, c'est pas grave, à quelqu'un qui est avec nous. Si Maurice, tu es avec nous. Je répète la question, y a-t-il une pédagogie positive de la solitude? Faudrait-il éduquer nos jeunes à plus d'activités en solitude? C'est vrai que moi j'ai tendance souvent à répondre à mes enfants qui me disent qu'ils s'ennuient, que c'est merveilleux, qu'ils vont créer et qu'ils vont développer leur imaginaire. Est-ce que c'est vrai aussi d'ailleurs pour nous les adultes? Oui, permets-moi de répondre à la question précédente qui ne m'a pas été posée, avant de répondre à celle-ci. Pour disputer mon ami David. Moi, je n'ai pas de problème majeur avec les jugements de valeur. Je peux les évoquer, l'important c'est qu'ils soient discutés par les adolescents. Et je passe mon temps à m'agriffer avec eux par rapport à mes vieilles idées, mes valeurs et les apprentis valeurs qu'elles sont en train de fonder. Un point seulement. Je ne voudrais pas surcharger, mais la différence entre le corps, la pensée, le langage, le virtuel, c'est que le corps ne ment pas. Il peut simuler, mais ça ne durera pas longtemps. Donc si on veut que les gosses puissent accéder à la vérité de l'affect, eh ben, il faudra qu'ils se touchent. Sinon, ils vont se toucher tout seuls, et ça, c'est de l'auto-érotisme masturbatoire qui tourne à vide, qui n'est pas inspiré par l'objet et qui finit dans les toxicomanies et la destructivité. On le sait. Donc, je dis que oui, il faut instaurer des possibilités que ce corps-là puisse entrer en interrelation avec d'autres corps à la faveur de consentement, d'assentiment, on pourrait développer, mais qu'il ne faut pas les laisser absorber par le virtuel parce qu'ils vont se perdre. Bon. Sinon, sur la question de la solitude, oui, ça a été dit tout à l'heure aussi, la solitude, l'ennui, et probablement créer des conditions pour ce que Georges Didier Huberman appelait la nécessité d'une métaphore dépressive du vide. Quand vous êtes seul, et a fortiori si vous êtes pas seulement solitaire ou seul, si vous êtes esseulé, c'est-à-dire si vous avez du mal à être en contact avec vous-même, vous êtes terriblement seul, même avec vous-même, eh bien vous n'avez pas le choix. Il s'impose à vous, pour éviter des passages à l'acte destructeurs, suicidaires, à partir de ce vide, de créer ce qu'on appelle une métaphore dépressive, c'est-à-dire de commencer à penser, de commencer à s'activer à penser. Et dans le meilleur des cas, ce qui aurait pu être une chute devient une élation, une ascension, avec le risque ensuite que la chute soit plus dure, mais d'une certaine manière, ça vous oblige à. Donc oui, évidemment que la stratégie des vendeurs de jeux vidéo, qui est une stratégie commerciale, c'est-à-dire de vendre de l'excitation, pour essayer de solliciter l'attention, pas l'attention, mais l'excitation même du gosse, est une stratégie délétère. Et que les romans anciens, qui étaient des romans d'apprentissage, d'initiation, qui avaient ce don de laisser des espaces vides pour que le gosse puisse mettre quelque chose dans ces espaces vides. Ces romans avaient une générosité qui permettait au gosse de continuer à se faire le film, de lever les yeux de son livre et de continuer l'histoire. C'est-à-dire de s'ennuyer, mais aussi, de par l'ennui, d'être obligé d'inventer quelque chose qui est en relation avec ce dont on le nourrit. Bon. Donc je suis favorable, comme toujours, sur un suffisamment de, et en particulier suffisamment d'ennui, suffisamment de solitude, parce que c'est le terreau de la créativité. Et puis, ici, dans le service, il y a des médiations culturelles, il y a essentiellement des médiations corporelles et des médiations culturelles. Dans les médiations culturelles, ces gosses jouent à l'abri de notre ombre portée. Les soignants sont là, ils font suffisamment d'ombre, pas trop d'ombre, mais ils sont là. Ils n'interagissent pas sur ce gosse qui est en train de jouer, en train de s'ennuyer. Mais si à un certain moment, on voit qu'il tourne à vide, qu'il broie du noir, qu'il déchire la feuille, alors on va venir jouer avec. Mais la plupart du temps, le simple fait que l'adulte est là et qu'il s'intéresse au jeu sans envahir l'espace de jeu
permet au sujet qui pensait qu'au début il n'allait rien sortir de ce crayon ou de ce stylet d'ordinateur de faire advenir une création qui ensuite va pouvoir être montrée aux autres et sortir de la solitude. La solitude, ça sert à en sortir parce qu'on a créé quelque chose pour s'en sortir par soi-même. Ouais. Merci. Je voulais poser une question à Mathieu Anheim. Alors, je ne sais pas si c'est de la neurologie ou pas, d'ailleurs. Mais il se trouve que les masques, ça nous donne, je ne sais pas si c'est les neurones miroirs ou pas, vous allez nous le dire, mais on imagine en fait le visage de l'autre qu'on n'a jamais vu et on se le crée en fait. Hein. Et souvent, quand la personne enlève son masque, on est très surpris de la réalité de son visage. Est-ce que cette construction imaginaire du visage de l'autre, c'est quelque chose finalement qui relève de la neurologie, ou est-ce qu'on a besoin de s'imaginer le visage de l'autre pour l'identifier, comme disait David Le Breton tout à l'heure, de la reconnaissance mutuelle par le visage ? C'est une très bonne question. Hein. Moi, je vais essayer d'y répondre avec les moyens à disposition, hein, celle d'un neurologue. Mais c'est l'anecdote que je peux raconter avant d'en parler des détails neurologiques. Pendant la période du confinement, moi, j'ai engagé une collaboratrice et dont j'ai jamais vu le visage depuis plus de 6 mois. J'ai vu ses yeux, j'ai vu ses lunettes, je parle avec elle, mais en fait, j'ai jamais vu la partie la plus basse de son visage. Et effectivement, pour avoir rencontré quelques personnes dont on a vu initialement que les yeux et qu'après on voit complètement, on en perçoit l'ensemble du visage, on est parfois surpris parce que est-ce qu'il faut le faire ou non, je ne sais pas, mais en tout cas on le fait spontanément. On s'imagine des choses, on fantasme, on complète la partie manquante du visage au gré des impressions ou des souvenirs et on peut être surpris. Et moi ça me manque beaucoup cette collaboratrice. Sans arrière-pensée, j'aimerais bien voir l'ensemble de son visage. Et d'ailleurs, sur le plan neurologique, ça fait écho à ce que mon collègue sociologue a dit tout à l'heure sur la très grande importance du visage. J'y réfléchissais. Vous savez, en fait, en ce qui concerne à la fois la motricité et la sensibilité, il y a une représentation au niveau du cerveau de tout le corps. C'est-à-dire que quand je bouge la main, on sait exactement quelle est la région de mon cerveau qui est impliquée. Et quand on me caresse la main, on sait aussi quelle est la région du cerveau qui est impliquée. Ça vaut pour le corps en entier. Ça s'appelle l'homoculus de Benfield. Et on a été très étonnés de constater que dans le cerveau, en fait, la partie qui représente le visage sur le plan moteur, donc les muscles de la mastication qui permettent de parler ou de faire des rictus, est très grande. Et en termes de sensibilité, la sensibilité des lèvres, de la bouche, qui est très importante aussi dans la relation à l'autre, quand on embrasse par exemple, est aussi très importante, largement plus importante que d'autres régions du corps qui sont pourtant plus volumineuses quantitativement. Mais c'est le qualitatif qui l'emporte largement, parce que cette possibilité de voir le visage de l'autre est très importante pour l'empathie, pour la relation avec l'autre, la façon dont on va percevoir encore une fois son état d'esprit, percevoir un petit rictus, toute la thématique du langage, non pas verbal, mais paraverbal et non verbal, et qui est complètement mise à mal quand on n'est pas en présence de l'autre, passe aussi par la perception de ce visage, qui permet donc finalement, comme on est conçu sur le plan neurologique, de pouvoir s'exprimer de façon très subtile sur le plan de la motricité de notre visage, mais d'être doté aussi des outils qui permettent de très bien percevoir la subtilité de l'expression consciente, sous-consciente ou même inconsciente des autres. Et le versant de ça, c'est qu'on peut aussi se retrouver très perturbé quand on se retrouve face à son visage. On a tous connu ça là depuis le début du confinement, de voir son visage un petit peu de travers, on se trouve cerné, on se trouve vieilli, mais c'est qui celui-là? C'est nous. Et vous savez peut-être que les consultations pour chirurgie esthétique, les demandes pour les hommes, ont explosé depuis le début du confinement. Pour les ridules, pour le nez, pour les cernes. Et c'est très intéressant de voir que quand on se retrouve avec soi-même, on se rend compte qu'on ne s'accepte pas soi-même, alors qu'on a l'air de mieux s'accepter quand on est avec les autres. Dernière petite remarque, parce que ça a été évoqué aussi sur le plan neurologique. Moi, je souffre aussi beaucoup de ne pas voir mes étudiants. Je pense qu'ils souffrent aussi, et j'en ai marre de leur balancer des cours
et de ne pas pouvoir discuter avec eux. Et ce n'est pas simplement une histoire d'agrément, ça a aussi été montré sur le plan neuroscientifique. C'est Stanislas Dehaene qui a fait des études très poussées sur l'apprentissage, notamment, et il explique bien que, alors ça fait écho à ces enfants qui pendant 3 heures restent sur leur écran au lieu d'aller se baigner. Apprendre, en fait, c'est créer un modèle de représentation du monde, avec les lois qui régissent le monde, que ce soit les lois de la physique, la pomme qui tombe, ou les lois des interactions sociales. Et donc on doit aller se confronter au monde physique et social pour apprendre le monde. Alors malheureusement, les jeunes apprennent un modèle du monde qui n'est pas tout à fait le modèle qu'on aimerait et que nous on a aimé. Stanislas Dehaene, et je termine sur ça, nous explique aussi la grande importance d'être présent avec les autres pour les étudiants, parce qu'un étudiant qui apprend et un enfant, un écolier qui apprend, c'est un enfant qui est ce qu'il appelle engagé activement dans le processus de l'apprentissage. Il faut qu'il soit impliqué, sollicité, qu'il réagisse, qu'il puisse interagir avec ses camarades. Et les cours magistraux mettaient déjà ça à mal, où l'apprenant n'est pas assez actif. Et alors les cours en distanciel, c'est la fin de cet engagement actif. Et donc, la difficulté pour apprendre, parce qu'il faut être émotionnellement impliqué dans l'apprentissage pour un apprentissage cognitivement satisfaisant. Et dernière remarque, toujours sur Stanislas Dehaene, il montre bien, dans ses études portant sur les enfants, que pour qu'un enfant apprenne, alors ça fait écho à l'anecdote morbide d'Olivier sur Sissi et les enfants, un enfant va apprendre le langage si les mots qu'il entend lui sont directement adressés. Et si possible, si on lui demande d'y répondre ou si on est attentif à ses réponses. Et donc, quand on est face à un écran, avec un professeur qui fait cours, mais pas avec cette dédicace, cette personnalisation, on apprend moins bien. Et si un enfant est devant un écran, ce qui est dit ne lui est pas dédié, et donc il y a un moindre apprentissage. Et sur le masque encore, j'exerce la profession d'avocat et l'autre jour, j'ai accompagné une toute jeune fille qui était auditionnée par un juge. Et le juge, j'étais assez étonnée, c'est la première fois que j'ai vu ça, alors que ça devrait peut-être être tout le temps le cas, a enlevé son masque et a dit « Voilà, tu as le droit de voir ton juge ». Et il a dit à la petite fille « Et maintenant, je voudrais aussi voir ton visage ». Et elle lui a montré son visage. Et je crois que même si... Alors, c'est une question, en fait, peut-être plus qu'une observation. J'ai un médecin aussi qui m'a raconté que systématiquement, elle commençait la consultation en juste montrant son visage à son patient. Je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que, David Le Breton, vous pensez que même lorsqu'on est dans une fonction, même quand cette fonction est incarnée par une blouse de médecin, par une robe de magistrat, est-ce que les traits du visage quand même comptent ? Oui, parce que là, finalement, enlever son masque, c'est un geste de confiance, c'est un geste de reconnaissance mutuelle, c'est une manière de se mettre à nu, finalement. Je me présente à toi, je soutiens ton regard, c'est le commencement même de l'éthique, d'ailleurs, c'est la relation de visage à visage, et non plus seulement de face à face, qui va permettre peut-être à cette petite fille d'aller plus loin dans son témoignage. Pour revenir un instant sur l'anthropologie du masque, il y a plusieurs figures finalement du masque. Dans l'anthropologie, là, on est plutôt dans le masque prophylactique, mais qui déborde l'hôpital. Donc il a sa raison d'être à l'intérieur de l'hôpital, dans une salle de chirurgie. Il avait évidemment beaucoup moins de raison d'être dans l'espace du lien social. Je crois qu'il introduit une forme de mélancolie finalement dans nos relations. On est toujours dans la déception, on regrette en permanence de ne pas pouvoir voir les traits de l'autre. Il y a deux autres grandes figures anthropologiques du masque. C'est l'incognito, qu'on a bien connu à Venise, par exemple, 18e, début du 19e. C'est la fameuse bauta, le masque qui permettait notamment aux bourgeois ou aux nobles d'avoir des aventures amoureuses sans être reconnus dans les gondoles, en allant d'un lieu à l'autre, etc., etc. Là, on a un peu cette figure-là aussi, quand même, qui alimente, je l'ai dit tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça ferait presque aussi partie du débat, la question des incivilités. Parce qu'on a beaucoup de femmes ont notamment pointé le fait que jamais il y a eu autant de harcèlement dans les transports en commun, dans les trains, etc., par rapport à des hommes qui savent que personne ne peut les reconnaître. Là, ils ont le bénéfice du doute d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est donc la dissimulation, c'est l'incognito. Et puis, il y a aussi, évidemment, le masque de la transgression, qui est aussi un peu en jeu ici. C'est le masque du carnaval.
c'est le carnaval de Rio, c'est d'innombrables carnavals à travers le monde, où du fait qu'on est masqué, on va s'autoriser des comportements qu'on n'aurait jamais dans la vie ordinaire. On va pouvoir, par exemple, avoir des relations sexuelles avec des inconnus, on va pouvoir boire, on va pouvoir crier, on va pouvoir danser. On n'est pas reconnaissable. On ne peut plus rendre compte de ses actes à travers la nudité de son visage. Voilà. Je crois que ces trois significations se mêlent un peu dans le monde d'aujourd'hui, le côté prophylactique, le côté incognito, le côté transgressif. Voilà, mais alimente évidemment un moment où on n'est pas très heureux quand même. Alors, on aurait encore plein de questions, mais on va encore s'autoriser 10 petites minutes pour les questions des internautes. Alors, on va peut-être essayer de faire quelques questions courtes, réponses courtes. Dans les années 80, l'autre sexuel est devenu dangereux. Là, c'est l'autre tout court qui devient dangereux. Peut-on imaginer qu'il n'y ait pas des séquelles sociétales de ces évolutions qui obligent de plus en plus à la distanciation ? Alors, on vient d'écouter David Le Breton. Peut-être qu'on peut poser la question à Olivier Putois. C'est que des questions à réponse facile, c'est bien. Moi, c'est sûr. De toute façon, comme le disait Maurice tout à l'heure, par exemple, et comme différentes personnes un peu en position d'observatoire, notamment en périnatalité, c'est vraiment très important. Il est évident qu'on est tout au début des types d'effets que ça peut avoir. Même le fait que dans toute une partie des crèches ou des choses comme ça, les soignants, les personnes qui s'occupent des enfants et des masques, bon, Spitz, dont je parlais tout à l'heure, a aussi montré que le premier organisateur de l'appareil psychique de l'enfant, le signe externe du fait que son appareil psychique commence à s'organiser, c'est quand il répond à la présence d'un inconnu par un sourire. Bon. Il faudrait faire des études sur les premières manifestations du sourire quand les inconnus sont tous masqués quasiment. C'est juste un exemple pour indiquer qu'il est évident qu'on est tout au début de ça. Et c'est sûr que ça introduit des effets de phobisation généralisée du rapport au corps. C'est ce que disait Maurice et je pense que c'est vrai. On est tout au début là de commencer à mesurer ce qui va se passer. Et on sait très bien que dans la clinique de l'adolescent, par exemple, une autre population avec laquelle on est beaucoup en contact, que s'il n'y a pas de possibilité, pas forcément au sens érotique du tout, mais de décharge, d'échanges collectifs et de choses comme ça, on connaît tous les anecdotes sur les rêveurs en Bretagne, A ou E, comme on veut, ça va rendre les choses très problématiques. Freud parlait de névrose actuelle pour qualifier ce qui se passe quand on peut pas, quand on est dans un trop-plein et qu'on ne peut pas le réaliser. Moi, je pense qu'on est effectivement tout au début de ça, pour toutes les populations. Et je ne parle même pas des personnes âgées, comme on en parlait tout à l'heure. Question de Laurent. Depuis 1 an, on a aussi appris que la nature peut représenter l'autre. La nature peut-elle remplacer durablement le contact humain? Alors cette question, on peut d'abord prêter peut-être au sourire, mais je pense qu'elle, c'est vrai que la nature occupe une place de plus en plus importante dans le débat actuel. Peut-être Maurice Corcos, es-tu là? Je crois qu'on n'a pas le son avec Maurice, malheureusement. D'accord. Qui répond David Le Breton. D'une certaine manière, je me sens appelé par la réponse, puisque là, on a vu le succès absolument prodigieux de la marche. Enfin, déjà, la marche connaissait un succès sociologique absolument inouï avant le premier confinement. Mais lorsque le premier confinement a été levé en début du mois de mai, jamais nous n'avions autant vu de gens dans les forêts, arpenter les forêts. Ça a duré absolument tout l'été, ça continue encore aujourd'hui. Donc il y a une aspiration considérable de retrouver le cosmos, de retrouver la nature, de retrouver finalement une sorte d'harmonie avec le monde, une transparence, retrouver la beauté du monde. Et une beauté du monde qui ne passe pas toujours nécessairement par une présence physique de quelqu'un. Beaucoup de marcheurs qu'on a croisés les uns et les autres étaient des marcheurs solitaires, ou alors des couples, parfois des familles, pas toujours des groupes de 10 ou 15 personnes. Alors, je vais m'autoriser aussi une petite question. Le titre, c'est « Peut-on se passer de la présence de l'autre » Il y a des moments clés, hein, effectivement. Il y a l'enfance, il y a l'apprentissage, il y a les téléconsultations dont on n'a pas parlé. Enfin. Mais il y a un aspect de la vie qui me paraît être mis en exergue aussi au cours de cette crise, c'est la toute fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui se sont retrouvés en réanimation, des gens qui ont vécu leurs derniers instants seuls, et même aussi des gens qui ont vécu la perte de ces gens seuls, et même les enterrements ou l'inhumation seuls. Donc c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, c'est très triste bien évidemment, mais qu'est-ce que peut-être
David Le Breton, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette... Oui, là, ça a été une terrible régression d'une certaine manière, parce qu'il y a déjà au moins une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on se battait pour l'accompagnement des personnes mourantes, pour les services de soins palliatifs et autres, qui mettaient énormément l'accent sur la présence physique de l'autre, sur la tendresse, sur l'amitié ou l'amour, osons le mot, donc tenir la main de l'autre, mettre sa main sur le front. Et là, soudain, effectivement, nous avons été empêchés de ces derniers gestes d'amour avec les autres, et en plus parfois c'était des morts à distance, des morts de très proches à distance, avec une impossibilité d'aller les rejoindre, et même une impossibilité aussi de participer au rite funéraire, ce qui donc a ouvert énormément. Bon, évidemment, les gens qui sont morts dans la solitude, sans doute dans une immense tristesse, mais il n'en reste pas moins la culpabilité des survivants aujourd'hui de se dire nous n'avons pas été là. Nous n'avons pas eu son dernier sourire, son dernier visage. On n'a pas pu lui dire adieu. On n'a pas pu lui dire au revoir. Oh, oui, Olivier. David, par rapport à ce que tu dis, on a fait un petit travail avec des collègues du service de réanimation. Il y a une grande souffrance du côté des personnes qui étaient en position de go-between, en fait, qui étaient ce qu'on appelle personnes de référence, puisque les proches n'avaient plus le droit d'aller dans les services de réanimation. Et donc du coup, il fallait qu'ils mettent entre parenthèses leur propre vécu souvent assez traumatique de la situation pour transmettre au reste de la famille ce que disait l'équipe, sans pouvoir se réparer subjectivement en allant voir justement le proche pour pouvoir aussi essayer de rester dans une relation avec la personne. Donc ça, mais je pense que Marie-Frédérique Baquet parlera demain matin peut-être de l'effraction des rites funéraires aussi, parce que ça c'est un thème... Enfin, il y a plein d'articles dans les quotidiens américains sur les enterrements par Zoom. Ça c'est quand même... c'est extrêmement spécial, quoi. Moi, je me suis marié pendant la pandémie, donc c'était Happy Few, et il y a des gens qui filmaient sur Google et qui diffusaient à des amis qui n'étaient pas là. Mais les cas d'enterrement, apparemment, par Zoom, ça a été l'occasion de décompensation assez considérable, me disent les collègues en psychiatrie. Alors, on m'avait informé au moment où on parlait du deuil, on a perdu Maurice Corcos, mais on l'a retrouvé. Il est juste là, voilà, donc un miracle. On peut peut-être encore lui laisser la parole. On parlait justement de cet accompagnement de fin de vie. Alors je sais que vous occupez plutôt des enfants, mais de ces gens qui sont morts seuls, ou alors de ces gens qui ont été seuls pour apprendre la mort d'un proche, des choses qui bouleversent la vie psychique, qui normalement sont peut-être soulagées ou améliorées par le fait d'être en... Ah, je crois qu'il est parti. Donc, Est-ce que Maurice, tu nous entends même si on ne te voit plus ? Non, je crois. Alors, avant de conclure, je me permettrai une ultime question, peut-être pour Mathieu Hanheim. Il y a une modalité de consultation qui a changé également. Et là, peut-on se passer de la présence du patient lorsqu'on est médecin, peut-on se passer de la présence du médecin lorsqu'on est patient? Cette modalité s'est diffusée. Alors, selon les spécialités qu'on pratique, c'est plus ou moins facile. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette situation ? Brièvement, d'abord, moi j'ai considéré que ça a été l'occasion idéale, malgré tout le malheur qu'il y a eu autour, de déployer très rapidement cet outil dont on parlait depuis longtemps et dont je ne m'étais pas tout à fait approprié personnellement et qui n'était pas tout à fait bien encore déployé, il faut le dire, à l'hôpital. Et là, le déclic a eu lieu en 2 semaines. Et donc, on a pu faire ces téléconsultations, ce qui est mieux que rien, parce qu'au début, c'était des coups de téléphone avec des patients perdus. Donc, premier point, la téléconsultation a pu être proposée et c'était positif. Deuxième point, dans cette période qui a été inouïe, c'était mieux que rien déjà. Ça, c'est ce qu'il faut que je retienne. On a pu proposer ça aux patients. C'est pas très satisfaisant, j'aime bien être en phase 2. Eux-mêmes ont dû trouver que c'était moins bien. On ne peut pas examiner les patients. Un patient qu'on voit pour la première fois, surtout quand on est clinicien, on est quand même un petit peu démuni quand on ne peut pas l'examiner. Mais on a fait tous comme on a pu. Et donc ça, c'était aussi un bienfait de la téléconsultation. Et puis les perspectives, parce que je pense aussi que c'est dans l'air du temps et c'est voué à persister, même si c'est pas très satisfaisant. Ça va permettre de faire des consultations dans les EHPAD sans avoir obligatoirement toujours à faire se déplacer des personnes âgées dépendantes, surtout des consultations avancées, c'est-à-dire à distance, des patients qu'on suit, mais qui sont à 80, à 150 km. Personne ne peut les amener, malheureusement. Et on peut quand même toujours les voir, discuter avec l'équipe soignante. Donc ça, ce sont les bons points de la téléconsultation
consultations. Et d'une façon générale, d'ailleurs, on a fait comme on a pu, dans une large mesure pendant cette période. Et puis, vous avez parlé de la fin de vie, des enterrements isolés, de ne pas avoir pu dire au revoir aux autres. Mais là aussi, c'est dur à dire, mais il y a eu une grosse réflexion quand même éthique et des choix qui ont été faits, qui ont été durs avec ce confinement, ce qui nous a permis d'éviter le pire. C'est-à-dire que ça aurait pu être largement pire. Beaucoup plus de morts, beaucoup plus de personnes qui seraient mortes dans l'isolement, dans la souffrance, des gens qu'on aurait pu sauver. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut voir. On a réussi à s'épargner d'une catastrophe éthique concernant la fin de vie des personnes grâce aux mesures qui ont été prises, même si elles ont été à l'origine, encore une fois, d'un cataclysme économique, d'une souffrance et d'un mal-être très important. Voilà, on a bien répondu, je crois, à cette question qui était quand même assez rhétorique. Hein. Peut-on se passer de la présence de l'autre? On en avait bien sûr la réponse dès le début, mais je vous remercie pour la richesse de vos interventions. Je vous remercie d'avoir été présent pour nous aujourd'hui. Maurice Corcos également. Et on se retrouve à 16h pour une question importante également, enjeux éthiques des décisions politiques. À tout de suite.